Parfois, quand les gens s'éloignent de nous, c'est peut-être à cause d'eux, à cause de leur parcours, mais il est toujours utile de se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon comportement qui pourrait repousser les autres sans même que je m'en rende compte? Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, mais tu m'emmerdes. Bonjour, je m'appelle Yann Piette, j'étudie les relations depuis plus de 15 ans maintenant et dans cette vidéo, je vais passer au peigne fin 10 comportements dont vous n'avez peut-être pas conscience mais qui vont repousser les gens et qui vont empêcher vos relations d'atteindre leur plein potentiel. C'est parti. Le premier comportement qu'on va voir s'appelle le déni émotionnel. Vous savez, quand vous partagez quelque chose de lourd, de difficile à quelqu'un, et que la personne en face balaye ça d'un revers de la main en vous disant « Oh, tu sais, c'est pas si compliqué, 1 de perdu, 10 de retrouvé, t'inquiète pas, tu vas remonter la pente. » Ce déni émotionnel est dévastateur dans une relation parce qu'il invalide complètement ce que l'autre ressent. C'est comme si on disait à quelqu'un « Ce que tu vis n'est pas réel, ce que tu ressens n'a pas de valeur. » Pourquoi est-ce qu'une personne est amenée à faire ça? Eh bien, parfois, c'est juste par inconfort face aux émotions négatives. On ne sait pas comment les recevoir, on ne sait pas comment les gérer. On ne sait pas quoi faire quand on est face à quelqu'un qui est triste ou qui est en colère, donc du coup, on a ce réflexe de balayer ça sous le tapis. On se dit qu'on aide l'autre à positiver en faisant ça, mais en réalité, on lui indique que ce n'est pas un espace sûr pour partager ses sentiments. L'effet, il est terrible. La personne apprend à ne plus partager ses émotions avec nous, elle finit par se sentir seule et au bout d'un moment, elle risque de s'éloigner de cette relation qui ne remplit pas tous ses besoins. Le deuxième comportement qui repousse les gens sans qu'on s'en rende compte, c'est la communication passive-agressive. C'est quand, au lieu de dire clairement ce qu'on pense, on fait des remarques indirectes. On utilise le sarcasme blessant ou alors on boude en espérant que l'autre devine ce qui ne va pas. Je vais vous donner 2 exemples de communication passive-agressive. C'est quand quelqu'un vous dit « Ah oui, super choix de restaurant », surtout quand on aime manger de la nourriture médiocre. Ou alors simplement quelqu'un qui va soupirer en disant « Non, non, c'est bon, tout va bien. » Et on comprend en fait dans la tonalité que oui, la personne me dit tout va bien, mais que non, en réalité, elle indique que tout ne va pas bien. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Pourquoi sommes-nous passifs-agressifs? Eh bien parfois, c'est par peur du conflit. On n'ose pas dire ce que l'on pense. D'autres fois, c'est une forme de punition. On veut que l'autre sente notre mécontentement sans qu'on ait à l'exprimer clairement, ce qui donnerait à l'autre l'opportunité de se défendre. Le problème, c'est que ça va créer une ambiance de tension constante dans une relation. L'autre personne sait que quelque chose ne va pas, mais on ne peut pas y remédier parce que on refuse d'être direct. C'est un comportement qui est épuisant et ça va pousser les gens à s'éloigner pour retrouver la paix. Allez, on passe au troisième comportement maintenant, c'est la comparaison constante. Quand je parle de comparaison constante, ça peut être de se comparer aux autres, par exemple en disant « Tiens, regarde comme elle a réussi au bout de 10 minutes alors que moi je viens à peine de commencer et je suis en train de galérer. » Ou alors ça peut être de comparer les autres entre eux. « Oh, regarde ton frère, il a déjà fondé une famille. » La comparaison est un poison lent qui détruit l'unicité d'une relation. Elle crée un climat de compétition là où on devrait créer un climat de collaboration et de soutien. Parfois aussi, on utilise la comparaison comme un outil de manipulation pour essayer de faire changer la personne. On peut comparer, par exemple, si vous êtes une femme et que vous sortez avec un homme, vous pouvez comparer son style vestimentaire à celui d'autres hommes que vous connaissez ou que vous croisez dans la rue, parce que vous avez envie de voir votre homme changer. Mais bon, le résultat est toujours le même, personne n'aime se sentir comme un objet qu'on évalue sans cesse par rapport à un standard arbitraire. Le quatrième comportement, c'est le manque de frontières personnelles. C'est quand on envahit l'espace physique ou émotionnel des autres sans avoir leur consentement. C'est un petit peu comme ce voisin qui passe la tondeuse à gazon à 7 h du matin le dimanche quand tout le monde dort. Oui, techniquement, il est en train de faire quelque chose d'utile, mais en même temps, il est en train de faire chier tout le monde. Pour bien tondre son gazon, il y a quelques petites règles toutes simples à respecter. Plus concrètement, ça peut être de toucher quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le contact physique. Ou alors surcharger quelqu'un avec nos propres problèmes émotionnels alors que cette personne, à l'instant où on partage, elle n'est pas en mesure de recevoir tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a du mal avec cette notion de frontière? Eh bien, encore une fois, ici, c'est la même chose. C'est souvent un problème d'éducation. On peut avoir grandi dans un environnement où les autres personnes ne respectaient pas nos propres frontières. Du coup, on n'a pas ce côté où nous, on doit faire attention aux frontières des autres. Mais bon, le respect des frontières, le respect des limites, c'est la base même d'une relation saine. Sans ça, la personne, elle se sent envahie, elle se sent étouffée, et même chose, on va encore avoir une personne qui va s'éloigner et on ne va pas comprendre pourquoi.
Le cinquième comportement qu'on va voir dans cette vidéo, c'est l'imprévisibilité émotionnelle. Un point Scrabble pour le mot imprévisibilité. C'est ces personnes qui sont capables de passer d'une émotion à l'autre de manière totalement aléatoire. Une personne qui va passer du rire aux larmes en quelques minutes ou à la colère, et ça, c'est quelque chose en fait de très difficile à gérer. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Et toi, qu'est-ce que tu branles, toi? 3,24. Oh. 3,24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu vas conduire le car là-bas? Oh, je te parle. C'est un petit peu comme si dans votre relation, vous aviez une machine à sous en fait. On peut gagner tout à coup le jackpot de la joie en quelques secondes et puis la minute d'après perdre tout notre crédit. Or, personne n'aime jouer à un jeu dont les règles changent constamment. On ne sait jamais quelle est la version de la personne qu'on va rencontrer. Par exemple, si on a prévu d'aller passer un moment intime, un dîner, un rendez-vous amoureux, on ne sait pas dans quel état va être la personne. Et ça, c'est quelque chose qui va déclencher une réaction négative. Pourquoi est-ce qu'on est imprévisible émotionnellement? Souvent, c'est qu'on n'a simplement pas appris à gérer nos émotions. Nos émotions sont comme une espèce de roller coaster et en fait, on les subit nous-mêmes. On aimerait bien en fait que nos émotions soient un petit peu plus prédictibles. On aimerait bien pouvoir les gérer, pouvoir les temporiser, pouvoir les canaliser, mais ça part dans tous les sens. Il faut savoir que c'est quelque chose qui s'apprend, il n'y a pas de fatalité. Vous n'allez pas changer du jour au lendemain, mais je vous invite vraiment à faire un travail sur vous parce que c'est quelque chose qui va sauver vos relations. La deuxième raison pour laquelle une personne peut être imprévisible émotionnellement, c'est parce que, encore une fois, ça peut être un outil de manipulation. En fait, si je suis imprévisible émotionnellement, j'ai du pouvoir sur les autres. Les autres peuvent me craindre, ils ne savent pas comment je vais réagir. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans l'environnement de travail, où on a une personne qui va nous dominer avec ce côté imprévisible et qui va provoquer chez nous une peur de déclencher cette personne. Cette imprévisibilité émotionnelle, elle déclenche une sensation d'insécurité inconstante. Or, pour qu'une relation fonctionne, il faut qu'on se sente dans un espace de sécurité. Et ça, encore une fois, c'est ce qui fait s'éloigner les personnes. Le sixième comportement qui fait s'éloigner les gens, c'est la manipulation subtile. Oui, alors si vous ne savez pas ce que je fais avec mes mains, je dirige des marionnettes invisibles. La manipulation subtile, c'est quand on va utiliser la culpabilité, le chantage émotionnel, affectif ou encore le gaslighting pour obtenir ce qu'on veut d'une personne. Je vais vous donner des exemples, c'est une personne qui dit « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi ». Ou bien qui vous dit « non mais tu inventes complètement, j'ai jamais dit ça » alors que la personne l'a clairement dit. Ou qui va vous dire « t'es trop sensible ». Les personnes qui manipulent le font parfois parce qu'elles ont peur de demander directement ce qu'elles veulent et donc de se retrouver confrontées à un refus. Ça va être une des raisons. Une autre raison, ça peut être que cette personne, au cours de son expérience, au cours de sa vie, en fait, elle a appris que cette façon de faire des ultimatums, de faire du chantage émotionnel, eh bien en fait, lui apportait en fait ce qu'elle avait besoin ou ce qu'elle désirait. Ça va lui apporter de l'affection, ça va lui apporter de l'écoute, ça va lui apporter quelque chose de matériel, un service rendu. Et donc, l'être humain, en fait, il fonctionne comme ça. À partir du moment où j'ai identifié un outil qui fonctionnait et qui me donnait ce que je voulais, j'appuie sur le bouton rouge, j'ai de la nourriture, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Ce comportement, en fait, il va être encouragé. Je vais le répéter, je vais le réutiliser. Et je vais apprendre à maîtriser de mieux en mieux cet outil. La manipulation, même quand elle est subtile, elle finit toujours par être détectée. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous vous trouvez face à une personne qui va la tolérer ou une personne qui ne va pas la tolérer. Et évidemment, je vous laisse deviner, mais souvent, on se retrouve dans ce deuxième cas de figure. Le septième comportement qu'on va voir ensemble, c'est l'absence d'authenticité. C'est quand une personne va porter un masque différent, va avoir une attitude, un ensemble d'attitudes différentes selon le contexte, selon la personne qui va se retrouver en face. Le truc avec cette absence d'authenticité, c'est pas juste quelqu'un en fait qui va être capable de s'adapter à différentes situations. Par exemple, tiens, là je suis avec des gens qui sont chill, qui sont cool, je vais en fait faire une sorte de mimétisme pour me faire accepter, puis tout à coup je me retrouve dans un endroit, une espèce de cocktail mondain, et là je vais sortir une autre version de moi-même qui en fait, au final, est la même version et je suis en train de m'adapter. Non, c'est pas ça que je dis ici. C'est quelqu'un qui va nous présenter des versions contradictoires au point où les gens ne savent plus en fait vraiment de qui il s'agit. Le huitième comportement, c'est l'indisponibilité chronique. C'est quelqu'un qui va être constamment occupé, qui va annuler à la dernière minute ou qui va mettre un temps considérable à répondre aux messages. Bien sûr, ça peut arriver de devoir annuler un rendez-vous, ça peut annuler de ne pas répondre à un message dans l'heure ou voire même dans les 2 heures. Mais là, je parle de quelqu'un vraiment qui va être imprédictible. C'est-à-dire que le rendez-vous est planifié et puis 2 heures avant, la personne vous dit « désolé, gros contretemps avec le travail, etc. » Et pareil pour les réponses aux messages, ça va être Parfois, la personne vous répond très vite, elle vous répond même tout de suite, et parfois, elle va pas vous répondre pendant 48 heures.
Cette façon de gérer les gens envoie un message clair. Et la personne vous dit, cette relation n'est pas du tout prioritaire pour moi. Je la gère quand je veux, quand j'en ai envie. Donc c'est très aléatoire. Pourquoi est-ce qu'une personne va se montrer comme ça indisponible? Alors, parfois, mais elles sont rares, ça va être une peur de l'intimité, une peur de se rapprocher de l'autre, une peur des émotions qu'on peut ressentir. Mais attention, parce que parfois, on a envie que ce soit ça. On a envie que ce soit ça parce qu'on a envie que cette relation, elle existe. Alors qu'en réalité, ça va masquer souvent un simple désintérêt. Et la personne peut vous donner l'impression qu'elle est intéressée par moment parce qu'elle veut obtenir quelque chose de vous. Faites attention et essayez de ne pas trop vous bercer d'illusions sur ce point-là. 9e comportement, c'est le perfectionnisme projeté. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est quelqu'un qui va avoir des standards très élevés, qui va avoir des attentes incroyables, parfois irréalisables, qui va projeter ça sur vous et ensuite qui va vous critiquer parce que vous ne parvenez évidemment pas à les atteindre. Un exemple que vous connaissez sûrement, c'est quelqu'un qui vous dit « t'appelles ça propre là, mais regarde, il y a encore de la poussière partout ». J'ai affaire à des artistes de la crasse. Oui, ça c'est Julien, ça nous a fait des conneries pareilles. Et lui, il fait des sur les poutres avec la graisse, c'est ça? Voilà. Et pourquoi c'est toujours là? Parce que si je devais frotter, il fallait tout frotter, tout faire la cuisine en même temps. Oh merde! Oh, c'est con ça! En fait, le truc, c'est que souvent, on a intériorisé nous-mêmes des standards très élevés qu'on n'arrive même pas de toute façon à matcher. On essaye de se diriger vers, mais ça peut être des standards sur le travail. Par exemple, moi, je veux faire des journées de 10 heures, 11 heures, parce que c'est ça, en fait, une vie de succès, une vie réussie. C'est quelqu'un qui travaille énormément et qui va gagner de l'argent. Et ensuite, on projette ça sur les autres en pensant qu'on est en train de les aider, en pensant qu'on est en train de les aider à travailler sur eux, à s'améliorer, à leur montrer la voie. Non, en réalité, les autres sont peut-être différents, ils ont peut-être des attentes de la vie, une vision de la vie qui est différente, et il faut respecter ça. Le truc, c'est que personne n'aime être jugé constamment et se sentir insuffisant. Et en faisant ressentir ça à l'autre, eh bien, vous créez ce climat où la personne, à un moment donné, elle aura envie de sortir de cet œil de Sauron qui juge et qui diminue en permanence. Enfin, on arrive au 10e comportement, l'incapacité à s'excuser. L'incapacité à s'excuser, ça commence par quelqu'un qui ne sait pas reconnaître ses torts. Typiquement, quelqu'un qui a toujours raison. Et ensuite, quelqu'un qui n'arrive pas à formuler des excuses, voire pire, qui transforme ses excuses en nouvelles accusations. Bon, je suis désolé si tu t'es senti blessé, mais si t'étais pas aussi sensible aussi. Pourquoi est-ce que nous avons du mal à nous excuser sincèrement? Eh bien, tout simplement, pour beaucoup de gens, c'est par orgueil, par ego, par peur, en fait, de paraître faible, diminué à leurs propres yeux. C'est-à-dire que, en avouant que j'ai tort et en m'excusant, en fait, je viens toucher à mon estime de moi. Mon estime de moi, la façon dont je me vois, elle est basée sur le fait que j'ai toujours raison. Je sais où je vais, je sais comment la vie fonctionne et je ne me trompe jamais. À partir du moment où je suis face à cette situation où je dois avouer que j'ai tort, eh bien en fait je casse cette image de moi. Donc les gens, on va avoir un mécanisme de défense vis-à-vis de ça. Ils vont préférer en fait retourner l'arme vers l'autre personne en disant que voilà, tu es trop sensible, tu es trop ceci, tu es trop cela, ce qui les empêche de toucher à leur propre image d'eux-mêmes. Maintenant qu'on a étudié ensemble ces 10 comportements, ils peuvent vous sembler très faciles à identifier. Et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo, c'est de mettre en lumière des choses qui arrivent mais qu'on ne voit pas nécessairement. Le truc, c'est que ces comportements sont aussi invisibles pour ceux qui les pratiquent. Peut-être même que vous-même, sans vous en rendre compte, vous pratiquez certains de ces comportements. La bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience, c'est déjà un premier pas vers le changement, donc félicitations si vous avez reconnu quelque chose que vous faites vous-même dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a ouvert les yeux, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à mettre un petit commentaire pour témoigner de votre soutien. Mais je vous invite également à partager vos propres expériences. Dans quel contexte, avec quelle personne avez-vous déjà identifié ces comportements, un de ces comportements ou plusieurs de ces comportements? Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, c'était Yann, je vous dis à très vite, mais ne partez pas tout de suite parce qu'il y a ces 2 vidéos qui ont énormément plu aux abonnés de ma chaîne et je suis sûr qu'elles vont vous aider également. À très vite.